Nous accueillons avec plaisir chez Agora ici Télévision M. Amadou Ba, historien, chercheur et écrivain, titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. Ses domaines de recherche sont l'histoire de l'Afrique pré-coloniale et coloniale ainsi que la diaspora africaine, notamment l'histoire des Noirs au Canada. Il est l'auteur de plusieurs livres adultes et jeunesse. On citera entre autres Amazon des neiges, ces grandes dames afro-canadiennes qui ont marqué l'histoire du Canada, aux éditions Alkebulan 2022. Auteur aussi de L'Afrique des grands empires, 7-17e siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel, toujours aux éditions Alkebulan en décembre 2020. Puis auteur aussi de L'histoire oubliée, de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, de 1604 à 1945, paru aux éditions Africana à Montréal en octobre 2019. Son tout dernier livre s'intitule Le Mali de Soundiata Keita à Assimi Goïta, les racines profondes de la révolution du Mali Koura, publié aux éditions Alkebulan en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora ici Télévision. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Amadou. Bonjour Kamal, bonjour chers téléspectateurs. Merci de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui de mes recherches, notamment de mon livre, mon tout dernier, sur le Mali et la révolution du Mali Koura. Merci à vous. Je dois dire que ce sont des livres très intéressants à lire sur l'histoire, non seulement sur l'histoire du Mali, mais vous intéressez beaucoup à l'édification du Canada à travers la contribution justement de beaucoup d'Afro-Canadiens ici qui ont participé à cette édification, qui ont laissé leur trace, leur impact justement à cette édification. Là, votre tout dernier, c'est le Mali de Soundiata Keita à Assimi Goïta. Là, on va parler de celui-là. D'abord, il faut mentionner que le Mali est une très longue histoire. Depuis au moins le XIIIe siècle, avec Soundiata Keita, fondateur de l'Empire de Mali. Je vais vous demander de nous présenter Soundiata Keita en quelques mots d'abord, s'il vous plaît. Oui, Soundiata Keita, connu comme étant donc le premier empereur de l'Empire du Mali, appelé aussi Empire Mandé ou Empire Manding. Il serait né vers 1190 dans une ville qui s'appelle Ngani, mais qui se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Guinée. À l'époque, on ne parlait pas de Guinée, Mali, Sénégal. C'est une histoire très coloniale de l'Afrique. Il est arrivé au pouvoir en 1235, à la suite d'une bataille très épique contre un souverain, un roi qui s'appelait Soumaoro Kanté. Une fois qu'il a gagné la bataille, il a eu l'idée de convoquer les autres royaumes pour former une sorte de fédération qu'on va appeler l'Empire du Mali. Donc, il commence en 1235, pratiquement jusqu'à la fin du XVe siècle, qui a duré comme 300 ans. Il est aussi connu pour être celui qui a fait la réalisation qu'on appelle la charte du Mandé, le Kouroukanfouga, une charte qui précède de loin la charte des Nations Unies ou bien la charte des déclarations des droits de l'homme de la Grande-Bretagne en 1689 ou celle de la Révolution française de 1789. Le Kouroukanfouga date de 1236 et est une charte très très connue en Afrique de l'Ouest. Magnifique. Alors, c'est des empires là qui sont passés là. Je vais les citer. Il y avait les empires de Songhai, de Massina, l'empire d'Eladji en Martal, celui de Wassoulou, de Samori Touré, puis les puissants royaumes Bambara et de Ségou, Karta, et puis Kénédougou, jusqu'à la création de la Fédération du Mali et du Sénégal en 1959. Alors, il y a eu ce recours avec le Sénégal, mais voyez-vous, en parlant de fédération, moi, j'ai à l'esprit cette idée de fusion, même au-delà de cette idée peut-être de pouvoir gérer l'autonomie des territoires. Comment cette fédération ça a été faite et pourquoi le Sénégal, M. Amadou? En fait, nous sommes dans une région où l'idée de regroupement, de fédération de vastes espaces date de très, très longtemps. Donc, j'ai évoqué les empires. Même avant le Mali, il y avait l'empire du Ghana, on a parlé de l'empire du Mali, du Songhai, tous ces royaumes. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la veille des indépendances, notamment en 1959, 4 colonies de l'ancienne AOF, disons, à savoir la colonie du Sénégal, la colonie du Soudan français, que nous appelons aujourd'hui l'actuel Mali, mais aussi la colonie de Dahomey, l'actuel Bénin, et la colonie de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, ont eu l'idée de créer une fédération.
Mais c'est finalement les deux premières colonies, le Sénégal et le Soudan français, qui sont allés faire cette fédération en 1959 et qui a duré jusqu'en septembre 1960. Disons que c'est une fédération qui ne plaisait pas du tout à l'ancienne puissance coloniale, donc la France, qui a manœuvré, a utilisé le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui a finalement, en quelque sorte, saboté la fédération. Et puis le Mali s'est retrouvé avec le nom maintenant République du Mali, qui vient de ce nom-là, ancien empire du Mali, qui dépend de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est une fédération qui n'a pas abouti, mais qui est quand même majeure dans l'histoire de l'Afrique à la veille des indépendances. Excellent. Puis en retournant justement à votre livre, là vous parlez d'un cheminement de Soundiata Keita à Assimi Goïta. Puis moi, j'ai senti à la lecture de ce livre une admiration envers Assimi Goïta, ce leader. Puis à un instant, j'ai eu à l'esprit Thomas Sankara, l'un de ces leaders-là, le Burkinabé, qui a fait beaucoup de choses justement en Afrique par son militantisme. Qu'est-ce qui distingue ce leader justement, Assimi Goïta? Alors, j'ai choisi dans mes bornes chronologiques deux personnages très très importants de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Sahel et de la savane, à savoir Soundiata Keita, comme j'expliquais, le fondateur de l'Empire du Mali, qui a été un unificateur de grands espaces ouest-africains. Assimi Goïta marque une rupture aujourd'hui dans ce nouveau paradigme ouest-africain, à savoir cette révolution du Mali Koura, à la tête donc de cette révolution avec les 5 colonels et le peuple malien. Donc c'est une nouvelle politique, c'est un personnage qui symbolise une révolution, le patriotisme, mais aussi on voit que sa politique a fait tache d'huile dans l'espace ouest africain parce qu'on voit la dynamique qui en est suivie avec le Burkina Faso et le Niger, et on va en parler sûrement avec l'AOS. Donc Assimi Goïta, c'est simplement que le Mali était entre 2010 et 2020, l'État malien était par terre à cause donc de ce terrorisme. Donc le peuple malien qui était terrorisé, l'État malien qui était à terre. Assimi Goïta, il a posé les vrais problèmes, a changé de paradigme. Avec son équipe, bien sûr, de vision, il a diversifié les partenaires. Malgré les intimidations, les sanctions et les menaces de toutes sortes, il a tenu bon. Donc non seulement le Mali a vécu dans la résistance et la résilience, mais il a ouvert la voie à d'autres pays également, comme le Burkina Faso et le Niger, qui sont aujourd'hui dans la même dynamique avec Ibrahim Traoré et puis le général Tchani au Niger. Et puis nous avons également la création de l'AOS, l'Alliance des États du Sahel, qui est une sorte de confédération ouest-africaine, une nouvelle dynamique dans la région qui rejoint les grands empires de l'époque. Magnifique, parfait, excellent. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille M. Amadou Ba, historien, écrivain, très intéressant à lire ses livres. Mais là, on focus sur son tout dernier, le Mali, de Soundiata Keita, Assimi Goïta, les racines profondes de la révolution du Mali. Koura, restez avec nous, on vous revient. Avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille un historien, M. Amadou Ba. Il a écrit beaucoup de livres, il s'intéresse beaucoup à la colonisation en Afrique et à l'impact des Afro-Canadiens, justement au Canada. Son tout dernier, il évoque et interpelle le Mali de Soundiata Keita, le fondateur du Mali, avec Assimi Goïta. Et puis, c'est un magnifique livre d'analyse, d'histoire de cette partie du pays d'Afrique, de la révolution du Mali Koura aussi. On enchaîne avec vous, M. Amadou. Vous abordez dans ce livre la résistance du Mali. Entre autres résistants sur la colonisation, il y avait Amadou Tall. J'aimerais connaître le rôle qu'a joué Amadou Tall. Est-ce que cela a eu un impact justement sur le cadre démocratique et institutionnel du pays? En fait, le but de rappeler les grandes figures historiques du Mali, y compris donc Amadou Tall, qui est le fils de l'ancien grand monsieur de l'Afrique de l'Ouest du 19e siècle, El Hadj Omar Tall, comme les Samori. Amadou Tall est un grand résistant contre la colonisation, comme l'a été Samori Touré à la fin du 19e siècle. Donc, le fait de rappeler cela, rappeler les grands empires, les grandes personnalités, y compris donc celles qui ont lutté contre la colonisation française, c'est aussi de montrer que la résistance, la résilience, le patriotisme font partie de l'histoire longue du Mali depuis au moins le XIIIe siècle avec Soundiata Keita. Et pas seulement du Mali actuel, mais des populations
de cette région du Sahel et de la savane ouest africaine. Donc, quand je parle de l'Empire du Mali, vous savez très bien que ça va jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à la frontière algérienne. C'est pratiquement 10 pays ouest-africains qui sont sous influence de l'Empire du Mali. Donc, nous sommes dans une région où la résistance, la résilience, le combat fait partie de l'histoire. Que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, mais aussi le Sénégal, la Guinée, c'est toute cette région, nous avons le même tempérament, la même histoire, en réalité. Les grands résistants. Excellent. Puis il y avait aussi la révolution des Touaregs au nord du Mali, je présume. Est-ce que ça allait dans le même esprit, justement, du Mali Koura, de cette révolution, justement? En fait, quand je rappelle les révoltes des Touaregs contre la colonisation française, c'est aussi, j'ai voulu mettre fin à une certaine campagne de propagande de la puissance française et puis du néocolonialisme en général qui présente les Touaregs comme les amis ou les alliés de la France contre les autres qui ne seraient pas les amis de la France. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Durant la colonisation, les Touaregs ont beaucoup révolté. Ils n'ont pas été les amis comme on veut le faire croire. En fait, il s'agit juste d'une stratégie pour diviser le Mali, affaiblir le Mali dans le but de l'affaiblir et de contrôler les ressources du pays. Comme je le rappelle, le Mali est très riche, un pays appauvri, qui a beaucoup d'or, beaucoup de minerais. Donc, c'est vraiment une course des multinationales pour le contrôle des ressources géostratégiques de cette région-là. Nous sommes dans cela. Donc, pour cela, il faut affaiblir le pays. Donc, c'est une partition qui ne dit pas son nom. Parfait. Je vais juste revenir, si vous permettez, à cette idée de fédération, parce qu'avec la révolution, je veux dire, post-coloniale, cette idée de fédération, elle a été implantée justement, mais on l'a pas vu, on l'a vu peut-être juste à l'ouest, mais pas peut-être dans certains pays comme nord-africains ou un peu plus vers l'est. Est-ce que c'était une tentative de montrer un modèle africain qui pourrait justement réussir dans les autres parties du continent africain? En fait, l'idée que nous avons aujourd'hui, plusieurs États, ne rentre pas non seulement dans le format de l'histoire précoloniale, comme j'ai dit, nous avions de grands empires, même de grands royaumes, mais aussi du temps de l'AOF, l'Afrique occidentale française, c'était vraiment en ensemble. C'est au moment des indépendances que nous sommes allés vers la balkanisation. Même quand on regarde du côté de la colonisation britannique, le Nigeria, c'est pratiquement une fédération. Donc, le fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde où ce sont les grandes puissances qui parlent, les grands blocs, nous avons les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Indonésie, tous ces grands blocs, alors que dans l'histoire ouest-africaine, en tout cas africaine, dans beaucoup de régions, cela a existé. Nous avons les empires du Songhai, du Mali, le Bénin dans le sud du Nigeria. Nous avons le Cameroun qui déborde le Tchad, le nord Nigeria, le Cameroun jusqu'en Libye. Nous avons le Grand Congo, l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville, une partie du Gabon, le Monomotapa, la Zimbabwe. Donc, vous voyez, nous avons ces grands États. Et aujourd'hui, c'est l'heure de reconstruire ces vastes ensembles. Ça peut ne pas être exactement ces pays-là, mais les fédérations ou les confédérations, c'est ce qu'il faut faire à la place de ces petits États-là pour que l'Afrique puisse avoir sa place dans le monde actuel, contrôler ses ressources, se sécuriser et faire en sorte que ce destin qu'on nous a imposé depuis si longtemps puisse changer, parce que c'est l'union qui fait la force. Et l'AES, encore une fois de plus, Burkina Faso, Mali, Niger l'ont montré récemment quand on a voulu attaquer le Niger. S'ils n'ont pas résisté ensemble, aujourd'hui le Niger, en tout cas, serait dans une guerre terrible. Oui, exactement. Puis on aura vu que vers l'année 2000 ou vers l'an 2000, à partir de cette année, ce siècle-là, il y avait cette frange ou l'expérience de lutte contre l'islamisme. Il y avait cette période aussi du régime de Moussa Traoré, puis la frange islamiste qui s'est opposée au Mali. On l'a vu même carrément en Tombouctou, qui ont sévi. Quel enseignement, justement, le Mali tire jusqu'à date d'une telle expérience de lutte contre l'islamisme? En fait, le Mali a subi simplement, a été sanctionné par rapport à ses choix de souveraineté. Rappelons qu'après les indépendances, Modibo Keïta, c'était le panafricain, c'était la souveraineté totale, en rupture avec la politique, par exemple, du Sénégal avec Léopold Sédar Senghor. Moussa Traoré va être renversé en 1968 par donc Moussa Traoré. Modibo Keïta va être renversé par Moussa Traoré, qui est un vassal du néocolonialisme. Moussa Traoré va rester au pouvoir jusqu'en 1991 et c'est une période très difficile pour le Mali. Beaucoup de mouvements de résistance, de grèves ont eu lieu dans ce pays. En 1991 arrive Amadou Toumani Touré avec la révolution, donc par coup d'État. Et là, on va aller vers le multipartisme qui va donner à des élections. C'est Alpha Oumar Konaré qui va faire ses 2 mandats, puis Amadou Toumani Touré va revenir.
Et finalement, ce jeu démocratique n'a pas pu changer le Mali, parce que c'est une démocratie aussi infiltrée. Il y a le vote qui se passe, mais c'est des présidents qui arrivent, qui sont phagocytés par le système. Et en 2010, le Mali a envoyé justement par des terroristes, entre guillemets, on utilise là le vocable islamisme, ce n'est pas de l'islamisme, ce n'est pas des djihadistes du tout, c'est des gens qui sont envoyés pour être le bras armé de l'impérialisme, pour occuper le Sahel, occuper le Mali, pour contrôler les ressources de cette région au service des multinationales occidentales qui le font si bien. Merci. Très bien. On va retourner à cette question. On va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Avec vous pour continuer notre discussion avec notre invité de ce jeudi, M. Amadou Ba. La question de l'islamisme, vous avez tout simplement dit tout à l'heure que c'était juste le bras de l'impérialisme en quelque part. Donc les bras de la France quelque part. En fait, quand on parle de djihad en Afrique de l'Ouest, c'est un faux débat puisque nous sommes dans une région que je le rappelle islamisée pratiquement. L'islam est arrivé dans l'Empire du Mali au 11e, 12e siècle. Même avant même l'arrivée de Sundiata, cette région-là était déjà islamisée. Nous avons des auteurs arabes qui ont beaucoup écrit. Nous avons El-Bekri qui a écrit sur l'Empire du Ghana avant l'Empire du Mali. Nous avons les Al-Idrissi, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun qui ont tous écrit. Nous sommes dans une région islamisée. Donc, on n'est pas là pour convertir les populations dans en islam. En fait, on utilise l'islamisme pour comme casse-sexe, en fait. Le projet, c'est vraiment une déstabilisation de toute une région dans le but de mettre la main sur des ressources faramineuses. Comme je vous ai dit, c'est une région très, très stratégique qui regorge de l'or, du pétrole, d'immenses ressources et puis une nappe phréatique énorme qui va de la Mauritanie jusqu'en Somalie. Donc, il faut que les gens comprennent ce qui se joue, au fond. Ce n'est pas de l'islamisme, ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des gens qui sont venus d'ailleurs pour convertir les Africains à l'islam, mais on se cache derrière l'islam, on utilise le terme islam, l'islamisme, pour manipuler les opinions. Ça n'a rien d'islam, c'est des mercenaires qui sont recrutés, qui sont formés dans le système. Comme hier, on avait des systèmes, les tireurs sénégalais, les harkis, qui faisaient le travail de l'empire colonial français pour aller conquérir de vastes régions pour profiter à l'empire colonial français. Nous sommes dans une même dynamique, mais beaucoup plus sournoise, beaucoup plus médiatisée avec la propagande médiatique et beaucoup d'argent également pour recruter des gens pour faire de sales besoins. Mais ce n'est pas exactement donc. D'accord, donc comme vous venez de dire, c'est de l'argent qui coule, beaucoup d'argent qui coule à ce niveau, mais surtout au niveau des armements. La fin de votre livre, cette partie de la création de l'alliance des États du Sahel, cette alliance entre le Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, mais est-ce que cette alliance, c'est par une tournure, elle est juste guidée par les atouts économiques de ces pays? Est-ce qu'il y avait juste ça qui a permis cette alliance ou bien est-ce qu'il y avait autre chose? Alors, l'Alliance du Sahel qui a été scellée par la charte du Liptako-Gourma, qui est une région à cheval, donc c'est le Mali, Burkina Faso et Niger. C'est une région à cheval entre les trois pays. Et la particularité du Liptako-Gourma, c'est d'être une des régions d'Afrique les plus riches en or, en minerais de toutes sortes. Un peu l'équivalent de la République démocratique du Congo en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est cette région qui est la plus ciblée par le terrorisme aujourd'hui. Et ces trois pays ont beaucoup souffert. Donc, en s'unissant, c'est d'abord une volonté de sécuriser, de mutualiser les forces ensemble pour résister contre l'ennemi en faisant les mêmes choix géopolitiques et géostratégiques. L'autre chose, nous sommes dans une région où, comme je vous dis, pour moi, c'est l'équivalent de l'Empire Songé qu'ils ont été en train de reconstruire, parce que l'Empire du Songé va même jusqu'au Nigeria, mais quand même concerner ces trois pays-là, en tout cas une bonne partie de chacun de ces trois pays. Donc, on est en train de reconstruire les mêmes peuples, les mêmes espaces économiques et géopolitiques, et puis pour sécuriser la population. Et nous avons vu que ça fonctionne très bien, et l'Afrique a besoin d'aller dans cette même dynamique. Maintenant, pour la Guinée, elle est dans une position un peu différente, mais la Guinée est un allié stratégique
Et puis la Guinée a une ouverture sur l'océan qui permet donc à ces pays-là de ne pas faire face à des sanctions, à des embargos qui utilisent les grandes institutions pour étouffer ces pays et les empêcher vraiment de réussir leur nouvelle politique. Donc la Guinée n'est pas encore l'AOS, mais elle est invitée à aller dans l'AOS, d'autant plus qu'elle était dans la fédération précédente qui s'appelait la Fédération Mali-Burkina-Guinée. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui s'ouvre et nous pensons que beaucoup de pays, même le Sénégal, qui n'est pas un pays de tradition militaire, mais la jeunesse, les populations sont dans cette dynamique-là. Tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la même dynamique de la sous-région, mais à une différence que le Sénégal ne connaît pas des coups d'État. Il faut régler le problème par les urnes. Par les urnes démocratiques, comme vous dites. Il y a des proverbes et des citations très intéressantes au début du livre. On va juste clôturer par l'une de ces citations, si vous permettez, issue d'un des auteurs que j'admire personnellement. Là, on va prendre ça pour subjectif. Amadou Hampâté-Bâ, très grand écrivain, très grand ethnologue. Amadou Hampâté-Bâ, c'est la sagesse en personne. Écoutez ça. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes calqués sur un même modèle penseraient et vivraient de la même façon. N'ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s'enrichirait-on soi-même? Je vous laisse commenter cela, M. Hampâté-Bâ, avec votre mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, mon homonyme Amadou Hampâté-Bâ, moi aussi que j'apprécie beaucoup, qui est donc écrivain, ethnologue, historien africain du Mali, mais aussi d'origine sénégalaise par sa mère, est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Et puis, sa citation sur la diversité, sur les cultures, est d'actualité. Parce que dans cette lutte que mène le Mali et l'AOS, la nouvelle politique veut qu'on dresse les ethnies les unes contre les autres, on dresse les unes contre les autres, on dresse les peuples les uns contre les autres, les Touaregs contre les Touaregs, les Pouls contre les Bambara, etc., etc. Donc, cette citation rappelle au Mali, à l'Afrique de l'Ouest, que malgré cette diversité, nous avons été un seul corps. Et ce n'est pas cette diversité qui va faire des problèmes, mais au contraire, nous devons faire comme les civilisations anciennes posées par nos ancêtres, dépasser cette volonté de nous différencier, savoir que nous sommes forts, divers, mais un et commun. Amadou Hampâté-Bâ ne cesse de le rappeler, que ce soit le Mali, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le monde entier. Il le dit dans toutes ces conférences, que le monde serait vraiment ennuyeux si tout le monde devait être pareil. Ce sont les diversités qui font notre beauté et nous devons vraiment renforcer cette diversité pour aller de l'avant. Eh bien voilà, c'est magnifiquement bien dit. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Hampâté-Bâ, historien, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont le tout dernier, mesdames et messieurs, Le Mali de Soundiata Keita, Assimi Goïta, les racines profondes de la révolution du Mali. Allez voir tous ces livres, très intéressants à lire pour ceux qui sont intéressés justement à l'Afrique des grands empires, l'Afrique du Mali, l'Afrique du Sénégal, etc. Un historien spécialisé. Merci d'avoir été là parmi nous. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi chez Agora, à ICI Télévision à 15h30.